la météo et surtout les prévisions sont assez fluctuantes depuis les premiers essais de ce Grand Prix de Saint-Marin. Et si la pluie devait intervenir, alors les Ferrari pourraient s'avérer imbattables, comme Michael Schumacher l'a démontré durant la journée de vendredi. Troisième facteur aléatoire, la fiabilité. Sans le paraître vraiment, l'autodrome d'Imola est l'un des circuits les plus durs de la saison pour les machines, notamment dans le domaine du freinage. Il faudra surveiller les disques et les plaquettes qui peuvent partir en fumée. Reste bien sûr le plus important, le départ. Or, depuis le début de la saison, qui sont en valeur absolue les plus prompts à sauter devant? Les pilotes Renault, Jarno Trulli et Jenson Button, encore une fois bien placés sur la grille. Finalement, trop de points d'interrogation pour se risquer à parier. Et oui, les Renault qui démarrent, on l'a vu notamment au dernier Grand Prix du Brésil et qui démarrent très fort. Jean-Jacques, justement, ces Renault, est-ce qu'elles ont un secret pour prendre d'aussi bons départs? Bonjour, bien des secrets, sans doute qu'elles en ont, naturellement. Les secrets sont toujours des choses relatives, c'est-à-dire ce sont des choses que nous avons et que les concurrents n'ont pas. Donc, bien sûr, on gardera secret comme leur nom l'indique, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on a un système effectivement qui est assez sophistiqué, qui a été développé en liaison entre les gens de Marelli, bien sûr pour l'électronique, mais aussi et surtout les équipes d'Enstone et d'Iri-Châtillon. C'est un système qui modélise l'ensemble des fonctions prises en compte dans la stratégie de départ, donc la motricité, l'adhérence des pneus au sol, le fonctionnement de la boîte de vitesse et bien sûr le comportement du moteur. Tout ceci est géré par un système qui prend en compte l'ensemble des paramètres de l'instant donné et s'adapte de façon automatique aux conditions du départ. Donc j'espère qu'aujourd'hui encore on va démontrer qu'on a un système qui est effectivement assez performant. C'est sans doute un élément important dans le résultat final parce qu'on s'aperçoit que sur le dernier Grand Prix nous avons réussi à gagner quand même quelques places et on va essayer de recommencer aujourd'hui. Merci Jean-Jacques. On reste chez Renault où Jacques Lafitte, notre envoyé spécial, a rencontré Jenson Button, l'homme qui marque des points. Tu es parfait comme ça. Alors Jenson, content des qualifications? Oui, assez content, à part le dernier secteur où j'ai fait une petite erreur. Le moteur est-il assez puissant? Oui, ça a l'air de bien marcher. Le moteur, la voiture, les pneus, c'est positif. 9e, c'est une bonne position. 9e, oui, c'est à peu près notre place depuis le début de la saison. 8e, 9e. Johnson, j'aimerais que tu nous racontes comment tu vis ce beau début de saison après une année difficile en 2001 et puis un beau baptême du feu chez Williams en 1999. Peux-tu nous en dire plus? Encore? Oui, tu sais, c'est important de savoir. Eh bien, ce fut une saison très difficile pour moi l'an passé. La voiture n'était pas très bonne et j'ai eu beaucoup de mal à m'y adapter. J'ai trouvé ça très difficile de la piloter, alors que Giancarlo, avec son expérience et sa connaissance de l'équipe, parvenait à trouver des réglages qui ne me convenaient pas. J'étais trop jeune, un peu perdu, je ne savais pas dans quelle direction aller. Tu as beaucoup appris? J'ai appris énormément, évidemment. Comment compares-tu tes équipiers, le nouveau qui est Trulli et l'ancien qui est Giancarlo Fisichella? Ils sont tous les deux le même type de pilote, je pense. Tous les deux sacrément rapides, ce qui est le problème pour moi. Mais bon, je suis assez content. Ces deux dernières courses, on se retrouve à 2 ou 3 centièmes près. Et comme Jarno a une bonne réputation en qualification, je suis très satisfait. Les pneus seront-ils compétitifs en course? Oui, je pense qu'on a les bons pneus pour la course. Alors je ne sais pas, peut-être 1 ou 2 arrêts. Comme d'habitude? Voilà, comme d'habitude. Mais on sera rapide en course. Pas de problème pour toi de collaborer avec Trulli? Vous êtes complémentaires l'un et l'autre? Il m'aide, moi je l'aide aussi, mais je pense qu'il m'aide davantage. Le programme de développement du châssis et du moteur se poursuit depuis 3 courses, s'améliore beaucoup. Est-ce que tu es content? Oui, je pense qu'on va continuer à progresser. C'est la première course où Mike Gascoigne est présent, tellement il a travaillé sur les développements du châssis. Du côté moteur, on est très fiable, ce qui me permet de progresser. Bravo, bonne chance, Jenson, et félicitations pour le boulot que tu fais. Merci. Vraiment très sympathique ce Jenson Button d'avoir surtout accueilli Jacques Lafitte, un ancien pilote de Grand Prix. Nous sommes ici
sur la passerelle de commandement de la Scuderia Ferrari. C'est ici que tout est décidé avec les ingénieurs de piste de Schumacher et de Barrichello. Bien sûr, Rosbron, le directeur technique, et bien sûr, Jean Todt qui prend en finale toutes les décisions. On fait un petit saut de quelques heures dans le passé et on retrouve Sébastien Bourdet, un Français, qui a gagné la course de Formule 3000 samedi après-midi. La Marseillaise a résonné, c'est Eric Sélis qui a rencontré Bourdet. Ouais, je pense qu'on avait fait la pole au Brésil, il y a eu un petit incident en course, mais ça a été vite oublié. On a fait un très bon week-end en sports car la semaine d'après à Barcelone en gagnant. Là, on refait la pole et on gagne. Je pense que c'est un très bon début de saison et je suis vraiment très heureux que ça commence comme ça puisque c'est très important pour la confiance. Tout le team est vraiment très heureux de travailler avec moi et c'est réciproque et je pense qu'on va faire une très bonne saison. Bravo à Bourdet pour sa victoire en F3000. Je baisse un peu le ton parce qu'ici nous sommes dans le bureau de Patrick Faure, le président de Renault F1. Patrick, on veut vous rencontrer parce qu'on va avoir des détails sur cette rencontre des grands constructeurs hier lors de cette réunion qu'il y a eu ici à Imola. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le signal de la révolte? Non, c'est pas un signal de la révolte. D'abord, c'est une affaire qui a commencé il y a 18 mois. Hein. Ça n'a pas commencé hier. Au fond, les grands constructeurs impliqués en Formule 1 et pour qui la Formule 1 est quelque chose de très important, se sont réunis il y a environ 18 mois et ont décidé de travailler ensemble avec au fond 3 buts principaux. Le premier, c'est de pérenniser la Formule 1. On pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut assurer les conditions de son développement dans l'avenir. Le deuxième point que nous avions tous en tête, c'est de répartir probablement une part plus importante des bénéfices de la Formule 1 sur les écuries. Et je dis bien pas seulement sur les constructeurs, sur toutes les écuries, parce que nous faisons face à une augmentation des coûts extrêmement importante et on a besoin de retombées financières plus importantes pour les écuries pour les aider à passer un cap difficile aujourd'hui. Et la troisième idée qui est aussi très, très importante, c'est nous tenons absolument à garder dans l'ensemble des pays une couverture télévisée gratuite pour que nous ayons le maximum de spectateurs possible sur la Formule 1, ce qui veut dire qu'en aucun cas nous ne pouvons accepter une télévision payante pour la Formule 1. Ceci pour nous c'est un casus belli. Et bon, nous avons fondé donc une société qui a vocation à partir de 2008, non pas à créer un deuxième championnat, mais à substituer au championnat actuel, un championnat dans lequel les constructeurs auraient plus la parole. Et hier était une réunion classique du conseil d'administration de cette nouvelle société. Il y en aura une autre au mois de juin. Ça va se suivre tous les 2 ou 3 mois à peu près maintenant. Et bien voilà, qui a le mérite d'être clair, à bon entendeur salut. On revient sur le théâtre des opérations. Dans quelques instants, on va retrouver Jacques Lafitte et Pierre Van Vliet qui vont analyser pour nous le circuit d'Imola. Mais c'est au préalable Jarno Trulli qui nous le fait découvrir avec sa caméra embarquée dans la Renault. Belle sonorité de ce V10 Renault dans sa version RS22, ce moteur à langue élargie. Jacques Lafitte, ce circuit d'Imola, l'autodrome d'Hino et Enzo Ferrari, je vous propose tout de suite de découvrir quelques images en 3 dimensions pour rentrer dans le détail précisément. Pierre, vous allez d'abord découvrir le circuit comme il était avant. Là, on le voit très bien, un circuit très très rapide, avec de gros freinages. Et puis en 94, et pas mal d'incidents depuis,
obligé un peu les organisateurs à modifier ce circuit, à lui infliger, regardez ici. On a Aqua Minerali. Aqua Minerali, après on va vous faire voir, voilà la sortie d'Aqua Mineral. On a fait beaucoup de travaux sur les extérieurs pour la sécurité en cas de pépin. Ici, voilà la chicane, la variante haute, que vous voyez ici, aussi avec beaucoup de sécurité. Ici, un peu partout, on a effectivement agrandi les zones de dégagement. On a agrandi les zones de dégagement. Ici, on a même modifié un peu le tracé. On a refait encore une chicane ici avant d'arriver à Trois-Gardeaux, la chicane avant les stands. Tout ça pour vous faire voir que ce circuit était très très rapide. On l'a un peu modifié, mais c'était absolument nécessaire. Et puis bien sûr le fameux S de Tamburello. Tamburello où Senna s'était tué. Ici le S de Villeneuve. La chicane Villeneuve. La chicane Villeneuve, pareil aussi. Vous avez vu, avant ici on déboulait à 340 à l'heure. Ouais. Maintenant il faut freiner et ça se prend à 180 à l'heure. Alors donc accélération, freinage, les freins, la motricité. Oui, d'abord c'est un circuit qui tourne à l'inverse des aiguilles d'une montre. C'est le deuxième après Saint-Paul. C'est un circuit très vallonné. Il y a des montées très très violentes, des belles descentes, gros freinage. Il faut aussi que les voitures aient une bonne motricité parce qu'il y a beaucoup. C'est un circuit accélération-freinage. Le moteur évidemment est très très important. On est en pleine charge assez longtemps pendant le tour. Et puis une autre chose, la piste n'est pas très large. Il est très difficile de dépasser. C'est vrai. Donc c'est dans les stands que ça va se passer avec des stratégies peut-être décalées à 1, 2, voire 3 arrêts pour certains. Voilà ce qu'on peut dire. Tout de suite, on va retrouver Jean-Louis Moncet dans les stands. Oui, Pierre et Jacques, exactement sur la passerelle de commandement de l'écurie McLaren-Mercedes. Ça ne s'est pas très bien passé hier pour les flèches d'argent. Elles sont seulement 5e et 6e, derrière les Ferrari et les Williams BMW. Chez Ferrari, eh bien, on a tenu le haut du pavé en permanence puisque Barrichello a été l'homme fort de pratiquement toute la séance de qualification. Et au tout dernier moment, Michael Schumacher s'était lancé, mais juste quelques secondes avant le drapeau à damier, et il a coiffé Rubens Barrichello de 64 millièmes de seconde. Mais Barrichello n'était pas déçu, il avait très bien marché car il avait la voiture de réserve de Schumacher puisque la sienne était tombée en panne. Donc les Ferrari, ensuite les Williams BMW, enfin les McLaren Mercedes. Voilà pour les ténors. Nous sommes intéressés aux petits poussés, en l'occurrence l'écurie Minardi Asiatech, Minardi Italie, Asiatech France, puisque c'est à Vélizy qu'on fait le moteur. Et les petits poussés n'ont pas eu vraiment de chance puisque Weber s'est qualifié, mais Alex Young est resté sur le carreau. Il n'a pas été assez compétitif. Eric Selis a suivi pour nous les qualifications chez Minardi Asiatech. Okay, Alex, are we ready to go, 60 minutes, 12 tours, voici les paramètres dont disposent Mark Webber et Alex Young pour hisser leur Minardi à la meilleure des 22 places disponibles sur la grille de départ. En 18e et 21e, ce serait une bonne place pour nous. Si d'aventure il se passe encore quelque chose au départ, cela pourrait nous profiter, on ne sait jamais. 13 heures, feu vert, Alex Young prend la piste. Mark Webber observe son coéquipier depuis le cockpit de sa monoplace, entouré par les mécaniciens. Après 4 tours, Alex Young rentre et c'est maintenant au tour de l'autre Minardi d'en découdre avec la piste italienne. Webber se montre plus rapide que son coéquipier, mais n'est pourtant pas satisfait. You feel you can push that a little bit harder on the outlap to try and get the first sector, or do you think it was just because of the mistake? Un quart d'heure vient déjà de s'écouler. Rubens Barrichello occupe à cet instant le haut du classement. Alex Young, à plus de 7 secondes du chrono du Brésilien, s'élance alors pour son deuxième run. Pour Webber, rien ne va plus. L'Australien avorte sa deuxième tentative, rentre au stand et décide de prendre le mulet préparé pour son coéquipier. Chez Ferrari, Barrichello améliore la pole devant les deux Williams. Webber est alors 21e, Young 22e, mais au-delà de la limite de qualification. Il lui reste moins d'une demi-heure pour espérer alors accéder à la grille de départ. Après avoir longuement étudié les relevés télémétriques, il repart pour une ultime tentative qui restera infructueuse. Mark Webber, quant à lui, décroche le 19e temps. À 3 secondes 7 de la pole, il s'intercale entre les Jaguars d'Irvine et de La Rosa, une performance qui suffit au bonheur de Paul Stoddart. Mark a réalisé une fantastique performance, surtout si l'on considère que le mulet était réglé pour Alex. Il a vraiment effectué un très bon tour.
Paul Stoddart, le propriétaire de Minardi, est content. Un pilote qualifié seulement, mais un pilote bien qualifié. Weber a devancé une Arose, celle de Bernoldi, et une Jaguar, celle de la Rosa. Minardi, on a continué à nous y intéresser, mais c'était hier soir. Jean-Luc Duvillez et Pascal Marcelin ont traîné dans le paddock. Vous voyez que chez Minardi, on continuait à travailler d'arrache-pied la nuit tombée. Chez McLaren, Mercedes et chez Williams, les rideaux étaient tirés. Non pas qu'ils avaient arrêté de travailler, mais c'était une question de secret, bien entendu. Et puis, naturellement, chez Ferrari, on a continué à donner un grand coup de collier. Il fallait notamment réparer la voiture de Barrichello, qui, je vous le rappelle, n'avait pas pris part aux qualifications. Néanmoins, il y a 2 Ferrari en première ligne sur cette grille de départ du Grand Prix de Saint-Marin. La voici d'ailleurs, cette grille. À près de 219 km/h de moyenne, Michael Schumacher signe donc la pole position, 64 millièmes de seconde devant son équipier Barrichello. Deuxième ligne, toute Williams BMW, Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya. Troisième ligne, les flèches d'argent avec Raikkonen devant David Coulthard. Nick Heidfeld glisse Sauber devant les 2 Renault, emmenés par Jarno Trulli, tandis que Jacques Villeneuve se hisse dans le top 10. Felipe Massa et Olivier Panis occupent le 6e rang. 7e ligne, Frentzen sur la première Arose, Takuma Sato sur la première Jordan, son équipier Fisichella, et juste derrière, en compagnie de Mika Salo. 9e ligne, un Écossais, un Irlandais, McNish, Irvine. 10e ligne, un Australien, un Brésilien, Weber Bernoldi. Pedro de la Rosa occupera seul le 11e rang. Alex Young a été éliminé. Il a dépassé les 107% du temps de la pole position. Les 2 Ferrari tout en haut de la grille de départ de ce Grand Prix de Saint-Marin qui, je vous le rappelle, verra 21 voitures au départ et non 22, puisque Alex Young n'a pas réussi à franchir le cap des qualifications. Ce matin s'est déroulé le traditionnel warm-up et encore une fois, ça a été la fête à Ferrari. Barrichello, meilleur temps en 1.25.4 devant Michael Schumacher, 1.25.9. Montoya, Heidfeld et Massa suivent. Ils sont en 1.26.1 tous les 3. Button est 9e, Trulli 11e, Panis 15e. Un tout petit incident seulement à signaler. Encore chez Ferrari, c'est Michael Schumacher qui a fait une petite sortie de piste, mais sans gravité. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants sur la grille de départ de ce Grand Prix de Saint-Marin. Sur la grille de départ de ce Grand Prix de Saint-Marin de Formule 1, David Coulthard cherche son chemin pour rejoindre la grille. Là, on se retrouve avec Mika Salo et la Toyota. La Ferrari de Michael Schumacher vient d'arriver et elle va se frayer un chemin également. Je ne sais pas si elle attend pas. Voilà, ça y est. Oui, j'ai pensé qu'il avait fait un essai de départ, mais non, c'est interdit. C'est interdit, Jean-Louis. Non, c'est pas ça, mais franchement, il a pris un petit peu d'élan pour se laisser glisser sur mon air de moteur. Voilà, pour s'assurer peut-être que devant lui, la voie soit dégagée, pour ne pas faire surchauffer inutilement l'embrayage de la Ferrari F2002. Jean-Louis Moncet, l'inquiétude, c'est la météo, on le sait. Il semblerait qu'il y ait quelques gouttes qui soient tombées. On a aperçu des parapluies dans les tribunes. Vous avez raison, Pierre. Il est bien tombé. Des gouttes de pluie, même des grosses gouttes. Et puis, ça a l'air d'être un petit peu calme maintenant. Mais ça fait hésiter tout d'abord ceux qui sont sur la grille pour les pneus, évidemment. Et puis, ça fait hésiter des garçons comme Schumacher qui ne savaient pas trop choisir entre voitures de réserve et voitures de course. Elles ont à peu près les mêmes appuis aérodynamiques, les 2 voitures. Mais l'une doit avoir des stratégies moteurs, souplesse, réglage différentes de l'autre. En tout cas, il est parti avec la voiture de course. Oui. Est-ce qu'on peut penser aussi qu'on va peut-être modifier ces réglages maintenant? On peut les modifier en cours de course, je crois. Absolument. Voilà. Oui, en fonction de l'apparition de la pluie, les risques d'averse sont bien réels, même si ça peut tomber juste après la course. Alors, Jacques Lafitte, des météos incertaines comme ça, est-ce que cela provoque des choix stratégiques un peu différents? Certainement, ou soit on va partir avec un peu plus de sens si l'on pense qu'il va pleuvoir pendant la course. On a annoncé peut-être 30%, une petite averse pendant la course. Ce n'est rien de sûr, le ciel est assez dégagé. Il était beaucoup plus noir il y a un quart d'heure. On peut penser qu'effectivement, Schumacher, il a à disposition 2 voitures. Il a hésité avant de prendre sa voiture. Est-ce qu'on va lui modifier ses réglages? Je ne le pense pas. Parce que pour la course, généralement, on retire un peu d'appui. Et je crois qu'il va garder cet appui. Et puis, on a vu les Ferrari hier sous la pluie très, très brillante. Et spécialement Michael Schumacher. Donc, je crois que ça ne posera pas beaucoup de problèmes. Alors, les adversaires, évidemment, ce sont les Williams BMW. Là, on aperçoit Patrick Head, le directeur technique, avec Juan Pablo Montoya et l'ingénieur Sam Michael, tandis que de son côté Schumacher discute avec son propre ingénieur de piste. Dernier conciliabule, Jacques Lafitte,
les stratégies sont déterminées ou on se laisse un peu de marge précisément en fonction de l'arrivée d'une averse éventuelle? Oui, je pense qu'on doit se laisser un peu de marge. Les stratégies évidemment sont déterminées. Et puis je vous dis, soit on a opté pour un peu plus d'essence pour essayer d'aller le plus loin possible avant que la pluie arrive, si jamais elle devait se produire pendant la course. Bon, c'est sûr que c'est assez important, mais que les équipes vont, comme d'habitude dans ces temps-là, vont décider au dernier moment. On remonte la grille de départ. Vous constatez que souvent, eh bien, les équipiers sont très proches les uns des autres. Là, il y a Levier Panis à droite de l'écran et Villeneuve à gauche. Et puis les deux Renault, Button et Trulli. Heidfeld est tout seul parce qu'il s'est mieux qualifié que son équipier Felipe Massa. Mais ensuite, eh bien, il y a les deux McLaren Mercedes en troisième ligne, les deux Williams BMW sur la deuxième et les Ferrari sur la première. Tout de suite, on jette un petit coup d'œil sur les classements des championnats avant cette quatrième manche de la compétition avec le classement du championnat du monde des pilotes. 24 points pour Michael Schumacher, 2 fois victorieux lors des 3 premières courses. Son frère Ralph en totalise 16, 8 points d'écart donc entre les deux frangins. Montoya est dans le coup. Il faut qu'il marque de gros points aujourd'hui pour garder le contact. Et puis vous voyez que Jenson Button pointe au 4e rang avec les 6 points, fruit de ces 2 4e places consécutives. Un peu plus loin, Raikkonen, Coulthard, Irvine, Weber, Heidfeld, Salo et Massa. Et puis chez les constructeurs, là, eh bien, ce n'est pas Ferrari, mais bien Williams BMW qui occupe la première place, puisque chez Ferrari, seul Schumacher a marqué des points cette saison. Rubens Barrichello nous a gratifié de 3 abandons, 3 fois 0 points. McLaren Mercedes est déjà très loin. Renault pointe au 4e rang. C'est la place que l'équipe française ambitionne pour cette saison 2002. Elle précède déjà Jaguar, Sauber, Minardi et Toyota. Voilà donc pour les classements. Mais on se promène un peu sur cette grille de départ maintenant avec Jean-Louis Moncey pour un petit peu connaître l'atmosphère et justement le point d'interrogation, l'épée de Damoclès climatologique. Voilà, il fait un peu plus chaud maintenant. Jacques Lafitte avait bien vu, moins de nuages. Toujours bien sûr des hésitations, mais franchement je crois qu'on va s'orienter vers les pneus secs naturellement. Et je me demande, je regarde les pneus de Schumacher pour savoir s'il va démarrer avec des pneus rodés ou des pneus neufs. L'ambiance est décontractée, beaucoup de politique sur cette grille. Pierre Van Vliet, Max Mosley qui parle avec les constructeurs, des hommes politiques à droite à gauche, de tous bords. Je vois également Ron Dennis en grande discussion avec Patrick Head. Enfin, c'est toute la confraternité, je dirais, des grands constructeurs de la Formule 1 qui est là, en toutes les contractions. Ils étaient tous là, en effet. Il y a eu des réunions très importantes ce week-end à propos de l'avenir de la Formule 1. Précisément, là c'est Kimi Raikkonen que vous apercevez qui rejoint sa place sur la grille de départ. Raikkonen qui s'est qualifié devant son équipier David Coulthard. C'est la 2e fois cette saison que c'est le cas. Regardez cette grille de départ alors que nous sommes là avec Villeneuve. Les deux Ferrari donc, avec un écart infime, un 600e. Barrichello était en pole position jusqu'à la dernière minute de la séance de qualification. En 2e ligne, eh bien, on trouve évidemment les Williams BMW, Ralf Schumacher devant Juan Pablo Montoya. Des séances qualif un peu difficiles pour eux. Raikkonen et Coulthard. Donc Coulthard qui avait des petits problèmes de moteur en début de séance de qualification et qui n'a pas pu refaire le terrain perdu. 3e ligne, donc les McLaren Mercedes. Et puis Jarno Trulli, on aperçoit sa voiture avec celle de Button, son équipier, juste derrière. Les deux Renault. Alors qu'Heidfeld est excellemment qualifié, vous l'avez vu. Jacques Villeneuve en 5e ligne, là aussi il y a des progrès du côté de chez BAR Honda. Et Olivier Panis en profite également puisqu'il s'est qualifié au 12e rang. Juste l'autre Sauber de Felipe Massa qui s'est intercalé, à signaler que c'est le 150e Grand Prix de l'écurie suisse Sauber aujourd'hui à Imola. Ensuite Frenzen et Sato qui est devant Fisichella, qui a dû se qualifier sur la voiture de réserve chez Jordan après quelques soucis mécaniques également. La première Toyota, celle de Mika Salo, est 17e. Juste devant celle de McNish. Là aussi, vous le voyez, les équipiers se suivent de près. Et puis les deux Jaguars, Irvine et De La Rosa, avec Mark Webber qui s'est bien qualifié au volant de la seule Minardi qui est qualifiée, puisque Jean-Louis Moncey vous l'a dit tout à l'heure. Massa, il est là-haut. C'est Alex Young qui ne s'est pas qualifié sur la seconde Minardi. Felipe Massa, le jeune brésilien, 20 ans, le Benjamin du plateau, est là. Alors que là, on se retrouve chez Jacques Villeneuve, toujours très tôt installé dans son cockpit.
Jacques, avec le volant, Jacques Lafitte, hein, on le distingue bien avec les palettes. Ouais, les palettes pour le changement de vitesse, pour l'embrayage. Parce que l'embrayage est manuel également pour le départ. Absolument. Et vous voyez le ciel d'Imola, toujours un peu menaçant, il est superbe. Il est beau. Avec Kimi Raikkonen, David Coulthard. Et là, nous sommes chez Toyota. Ouais. Une équipe qui fait parler d'elle en ce début de saison. Mais beaucoup de difficultés ici, Pierre, pour Toyota, pour régler la voiture, pour passer les trottoirs. Vous verrez dans toutes ces chicanes que les voitures, dont les voitures se servent amplement pour tourner. Et si votre voiture n'est pas bien équilibrée, et je crois aussi pour Toyota, des difficultés à régler la voiture. Vous savez qu'il a plu énormément ici vendredi, donc on n'a pas pu mettre au point la voiture comme on aurait souhaité. Voilà, Toyota, et puis Button, et puis Felipe Massa, un des derniers à s'équiper. Très, très relax, même s'il est très concentré. Le jeune Felipe, il est très sympathique, hein, il est très, très brésilien. Pierre, il est un peu moins bien placé que d'habitude par rapport à son coéquipier, parce qu'il a ici, je crois qu'il a un peu surconduit. Il a conduit tous les essais très rapidement. Il n'avait pas beaucoup conduit sur le sec, donc il s'est fait très plaisir, mais il a mal pris les trottoirs. Voilà, ça lui a payé. Il a attaqué un peu trop. Oui. Il est vrai que les essais ont été perturbés par une journée sous la pluie le vendredi. Et donc pour les débutants, c'est d'autant plus difficile de parvenir en 45 minutes samedi matin à arrêter les voitures pour les qualifications. Très belles images sur cette grille de départ. Magnifique. Mais c'est l'heure pour nous d'en terminer avec cette séquence F1 à la une. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant pour vivre en direct sur TF1 le départ de ce Grand Prix de Saint-Marin de Formule 1. À tout de suite. Elf Evolution, l'huile d'origine F1. Dans F1 à la une, toute l'émotion de la Formule 1 avec Nivea For Men.